Le troisième point à aborder aujourd'hui, c'est la notion de cause et de conséquence, ce qui permet de bien cibler l'action éducative. Parce que pourquoi est-ce qu'on analyse les niveaux pratiques? Bien sûr, c'est pour essayer de progresser nous-mêmes, mais c'est aussi peut-être un jour pour essayer de faire progresser d'autres grimpeurs. Donc là, il faut essayer d'avoir une analyse qui ne se limite pas à ce qui est visible. Il faut essayer d'avoir une analyse qui essaie de comprendre pourquoi j'observe tel comportement. Donc, par exemple, dans ce qu'on vient de voir auparavant, pourquoi j'observe tel comportement de mon grimpeur débutant, c'est parce qu'il n'a pas anticipé la prise d'information et que donc il est en réaction par rapport aux prises qu'il prend. Voilà. Donc c'est parce que j'ai compris qu'il y avait un problème de prise d'information que je peux intervenir sur son problème. Si j'en reste à ce que je vois, peut-être que je ne pourrai pas intervenir correctement. Cette analyse, en fait, pour bien la comprendre, c'est celle que l'on fait quand on est médecin, même si je ne suis pas médecin moi-même, quand on essaye de distinguer la maladie du symptôme. Et donc, finalement, que l'on a une réflexion qui nous permet de trouver le bon traitement, le bon médicament. Si quelqu'un a de la fièvre, eh bien, euh, ça veut dire qu'il a une maladie qui peut être de différents types, elle peut être virale, ça peut être une bactérie, ça peut être une infection. Donc la question est quel médicament? Si je veux juste agir sur la fièvre, je donne un médicament qui fait tomber la fièvre. Le problème, c'est que j'agis pas sur la cause de la fièvre. Donc il faut bien distinguer la cause et la conséquence. C'est exactement comme en escalade. Si je vois un élève qui grimpe de face et exclusivement de face, si je ne comprends pas pourquoi il grimpe de face et exclusivement de face, j'aurais beau lui dire de se mettre en quart externe, il y a très peu de chances pour qu'il le fasse, et surtout très peu de chances pour qu'il le fasse au bon moment. Donc il ne s'agit pas simplement d'intervenir sur ce que je vois, mais il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi j'observe tel comportement. De la même façon qu'un médecin se demande pourquoi j'observe tel symptôme. La question pour le médecin, c'est donc, quel est le microbe? Est-ce que cette fièvre est liée à un virus ou à une bactérie? S'il s'agit d'un virus, inutile de prendre des antibiotiques. C'est exactement la même chose en escalade. Si un élève a des problèmes affectifs, c'est sur ces problèmes-là qu'il faut intervenir pour agir sur sa motricité. Donc de la même façon qu'un médecin va agir sur le microbe pour intervenir sur ce qui est observable, c'est-à-dire le symptôme, eh bien, en tant qu'éducateur, on va essayer d'intervenir sur la cause, par exemple une cause affective, pour véritablement pouvoir transformer ce qui est observable, c'est-à-dire un comportement moteur. Donc l'action éducative, qui peut être organisée à travers des situations d'apprentissage, qui peut être organisée à travers des conseils, à travers des explications. L'action éducative, ça peut se présenter sous de multiples formes. Elle est organisée, en fait, de la même façon. Si je vois un grimpeur donc, qui grimpe de face, la première question c'est pourquoi grimpe-t-il de face? Je peux donc faire des hypothèses. Peut-être que c'est parce qu'il a peur du déséquilibre, peut-être que c'est parce qu'il utilise exclusivement des prises horizontales qui ne lui permettent pas de se positionner de profil en quart externe, peut-être, et là on le voit mal sur l'écran, je suis désolé, que c'est un problème de représentation. Les représentations, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'éducation. Peut-être que si ce grimpeur reste exclusivement de face, c'est parce qu'il ne s'imagine même pas possible de se mettre de profil ou en quart externe. C'est vrai que la représentation sociale d'une personne en train de grimper, c'est une personne en train de grimper de face, comme à l'échelle. Si vous imaginez même des films d'aventure où vous voyez des acteurs grimper des façades, des murs, pour différentes raisons, vous constaterez qu'on les voit grimper exclusivement de face. Donc peut-être que c'est cette représentation qu'a un débutant d'une personne en train de grimper qui fait qu'il n'imagine même pas qu'il soit possible de se positionner de profil et donc en quart externe. Les représentations sont très souvent des obstacles très forts dans la progression et dans l'apprentissage d'une personne, quelle que soit l'activité sportive. Donc lorsque je fais toutes ces hypothèses sur les raisons pour lesquelles mon débutant grimpe de face, je comprends bien qu'il ne s'agit pas simplement d'agir sur sa façon de faire, il ne s'agit pas simplement de lui expliquer ou de lui dire qu'il peut s'y prendre autrement. Il faut essayer d'agir sur la cause pour pouvoir intervenir durablement sur la conséquence, exactement comme fait un médecin qui va intervenir sur le microbe pour
agir durablement et efficacement sur le symptôme et donc sur la maladie. Donc, si le problème affectif est le problème dominant, je vais commencer par mettre en place des situations où le grimpeur va prendre confiance dans l'assureur, dans le baudrier, dans le matériel, va prendre confiance en lui-même, de façon à ce qu'il se sente plus libre de ses mouvements et puisse un petit peu sortir du carcan dans lequel il est au départ, carcan qui le bloque dans sa motricité et qui l'empêche finalement de prendre des positions originales, exactement comme dans d'autres activités. Si je pense que c'est avant tout un problème moteur, j'ai un élève qui n'a absolument pas d'appréhension, qui est très motivé, mais qui reste pour autant de face, ben là, effectivement, je vais peut-être plus agir directement sur la motricité, en faisant peut-être des exercices de bloc ou des voies adaptées qui permettent de vraiment comprendre le placement du corps par rapport à des prises verticales, par rapport à des prises obliques et par rapport à des prises inversées. Mais là, il faudra bien que je comprenne que mon grimpeur n'adoptera la position que je souhaite que si c'est la voie qui lui donne cette idée, qui lui donne cette possibilité. Hein, il ne faut pas imaginer qu'un grimpeur va se mettre de profil et ressentir l'intérêt que ça représente si les prises ne sont pas adaptées à ce placement. Si j'ai une voie avec des prises uniquement horizontales, le grimpeur n'a aucun intérêt à se mettre de profil et si on lui demande de le faire, il ne comprendra pas l'intérêt de ce placement. Donc il faut que les mouvements, que le placement des prises soit cohérent par rapport à cet objectif. Encore une fois, il faut des prises verticales, obliques ou inversées pour que véritablement le grimpeur ressente l'intérêt d'un placement de profil en quart externe. Bon, enfin, le dernier problème, hein, mais qui peut être tout à fait le premier problème, c'est, comme on le disait auparavant, un problème de représentation, donc un problème cognitif. Dans les problèmes cognitifs, il n'y a pas que les représentations, il y a tout ce qui est lié à la perception en escalade. Un débutant va avoir tendance à aller chercher les prises au-dessus de lui, donc à ne pas pouvoir sentir qu'une prise verticale ou une prise inversée est utilisable. Dès lors qu'au niveau cognitif, au niveau perceptif, il commence à aller chercher des prises sur les côtés, pas forcément très au-dessus de lui, mais comprend qu'une légère traversée vers la droite ou vers la gauche peut être utile, alors dans ce cas, il peut aller saisir des prises verticales dont il va tout de suite sentir l'intérêt. De la même façon, si au niveau perceptif, il commence à comprendre qu'il peut utiliser une prise de main qui est en dessous du niveau des épaules, au niveau des pectoraux, voire au niveau du bassin, eh bien, il va sentir tout de suite qu'une prise inversée peut être utile, et il va aussi ressentir peut-être, si on lui explique, que c'est en se positionnant en quart externe qu'il va le mieux valoriser une prise inversée. Donc on voit ici que c'est un problème cognitif, c'est en invitant le grimpeur par des situations, par des conseils, par des explications, à aller chercher des prises au-delà du champ dans lequel il prospecte au départ, donc au-delà, c'est-à-dire beaucoup plus sur les côtés et beaucoup plus bas, eh bien à ce moment-là, il va aller saisir des prises dont il va sentir immédiatement qu'il peut les utiliser. Aller chercher une prise verticale ou inversée en bout de bras, vraiment à la verticale au-dessus de vous, vous comprendrez très bien que le débutant, il n'insiste pas et qu'il n'utilise pas cette prise. Donc pour conclure sur cette petite séquence, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque on observe un comportement d'un grimpeur ou de tout sportif, il faut essayer de se poser la question de la cause de ce comportement. C'est en agissant sur la cause qu'on a le plus de chances de modifier ce comportement, de le modifier de façon durable et véritablement efficace. Alors, dernier point en guise de conclusion, petit conseil concernant les évaluations. Lorsque on rentre dans cette logique qui est d'essayer de chercher les causes d'un comportement, le défaut principal qu'on rencontre chez les étudiants, c'est de se focaliser de manière excessive sur les problèmes affectifs. Et c'est de tout ramener à la peur pour expliquer que le comportement n'est pas le comportement adapté. Donc bien évidemment, la peur du grimpeur, notamment chez le débutant, explique de nombreuses choses, exactement comme la peur explique de nombreuses choses dans toutes les activités. Un lutteur débutant qui a peur du contact, on comprend très bien pourquoi il n'accepte pas le déséquilibre, il ne fait pas les bonnes saisies, etc. De la même façon, dans un sport collectif, quelqu'un qui a peur d'avoir le ballon, etc., et que ça explique tous ces comportements. Ceci dit, il ne faut pas simplement en rester là. La peur, c'est quelque chose qui peut
peut bien sûr expliquer les comportements, mais c'est pas l'élément explicatif exclusif. N'oubliez pas qu'il peut y avoir aussi des causes motrices à un comportement moteur. Par exemple, un grimpeur qui ne sait pas arquer une prise peut se retrouver dans l'incapacité de tenir une prise et donc avoir un comportement inadapté parce qu'il va trouver une autre solution qui sera une mauvaise solution et en fait qui sera liée à avant tout une cause motrice. Voilà, il n'a pas adopté la technique qui lui permettrait de tenir la prise et donc d'avoir le mouvement adapté. De la même façon, un grimpeur qui n'aurait pas fait un changement de pied au bon moment eh ben, peut se retrouver dans une position complètement inadaptée et dans l'incapacité de la remettre en question. Voilà. Donc là aussi, ça peut être une cause motrice. Il ne faut pas tout le temps aller chercher de l'affectif et du cognitif pour expliquer un comportement moteur. Euh, si je reste sur ce changement de pied, ben, on peut effectivement imaginer que s'il n'y a pas eu de changement de pied, c'est pour une raison cognitive, il n'y a pas pensé, il ne sait même pas que c'est possible, le débutant souvent n'y pense pas. Ça peut être aussi évidemment pour une cause affective, la peur du changement de pied, la peur de la chute, etc. Bon, mais en tout cas, ne vous limitez pas aux aspects affectifs, ils sont importants, ils sont déterminants, ils sont souvent dominants, mais ce ne sont pas les seules raisons de nos comportements. Le plus important, c'est au final d'être capable de mettre en relation les dimensions affectives, cognitives et motrices. Si vous êtes capable de faire ça sur un comportement observable, c'est-à-dire l'observer à travers ces trois dimensions et essayer de l'expliquer à travers ces trois dimensions en montrant qu'elles sont en relation les unes avec les autres, alors vous aurez tout compris et vous aurez complètement rempli les objectifs de ce semestre. À très bientôt.